L'hypothèse de l'art pariétal du Paléolithique a fait son apparition dans la communauté scientifique européenne vers 1880, avec l'apparition de l'opuscule Quelques considérations sur les objets préhistoriques de la province de Santander, je traduis, écrit par l'espagnol Marcelino Sanz-Sautola. Alors qu'il inspectait le sol d'une grotte que lui avait signalé un chasseur de la région, Sautola fut dérangé par sa fille de 8 ans, qui l'accompagnait ce jour-là. « Tauros, tauros » criait-elle. Et c'est en suivant son regard qu'il remarqua à son tour la présence de multiples taureaux dessinés au plafond. Donc, vous avez ici une des représentations. Bien sûr, durant les premières années qui suivirent cette découverte, une polémique s'installa autour de l'authenticité des dessins, car ils ne concordaient aucunement avec l'imaginaire préhistorique, avec l'imaginaire de la préhistoire, de la fin du 19e siècle. Toutefois, les explorations et les preuves se multiplièrent. Et, à l'instar du célèbre préhistorien français Émile Cartaillac, qui publia en 1902 une confession scientifique intitulée « Mea culpa d'un sceptique », les détracteurs de l'art pariétal furent contraints de changer leur fusil d'épaule. Ainsi, au moment où l'histoire s'apprêtait à entrer dans le grand tourbillon du 20e siècle, on découvrait avec étonnement les traces d'une humanité qui nous aurait précédés de plusieurs dizaines de milliers d'années. Désormais, notre passé préhistorique ne se résumait plus à un fragment de silex ou à un morceau de terre cuite. Il prenait soudainement une dimension sensible inédite, à la fois merveilleuse et troublante. Avec ses fresques et ses bestiaires millénaires, le vertige des origines revêtait désormais une étrange familiarité. Ainsi, en cryptant leur humanité sous les traits de l'animalité qu'ils venaient de quitter, ou encore, comme le dit Georges Bataille dans Lascaux, La naissance de l'art, en parant du prestige naissant de la grâce animale qu'ils avaient perdue, nos lointains ancêtres révélaient à la société moderne en plein essor les mystères de son propre engendrement. Toutefois, s'il est clair que l'activité mimétique propre à l'art pariétal est, conformément aux enseignements d'Aristote, précisément ce qui nous distingue du règne animal, il faut remarquer la quasi-absence de figuration humaine dans les grottes ornées du Paléolithique. De surcroît, les quelques rares représentations d'individus trouvées à ce jour seraient fuyantes, schématiques et hybrides. En effet, non seulement ces dernières semblent faire l'objet d'un traitement pictural beaucoup plus sommaire que celui réservé aux animaux, mais elles sont caractérisées par l'effacement du visage humain sous divers masques de bêtes. Insistant implicitement sur l'ambiguïté de la rupture ontologique entre l'être humain et l'animal, les représentations humaines de l'art pariétal semblent tenir au-dessus du gouffre de la conscience, en observant un fragile équilibre entre altérité et réflexivité. Au-delà du traitement esthétique particulier que les premières œuvres d'art réservent à l'image de l'humanité, une constante thématique semble s'imposer. L'être humain ne serait jamais représenté pour lui-même, comme c'est le cas pour les animaux juxtaposés sur les parois et les plafonds des grottes. Il servirait plutôt un ensemble pictural dans lequel il figurait comme un des éléments d'une mise en scène. Autrement dit, lorsque l'être humain est explicitement mis en cause, l'art pariétal ne ferait pas que donner à voir par le biais d'une mimésis aussi fantasmagorique soit-elle, mais il raconterait plutôt quelque chose. Il impliquerait le déroulement d'une action. Les archéologues évaluent que les figurations d'ascendance humaine constituent un infime pourcentage de la production picturale du Paléolithique. Néanmoins, 4 d'entre elles ont suscité une attention particulière parce qu'elles présentent une troublante ressemblance. Elles se trouvent respectivement dans les grottes de Villars, de Lauge-Ribas et de Roc-de-Serre, et bien sûr de Lascaux. Elles ont en commun de mettre en scène un affrontement entre un homme et un bison.
Si l'anthropologue André Leroi-Gourhan a cru pendant un temps, à tort, qu'il s'agissait de la même histoire figurée à différents moments de l'action, il existe certes un puissant recoupement significatif entre ces scènes. De celle-ci, la scène du puits des grottes de Lascaux est définitivement la plus probante et bien sûr la plus commentée. Comme vous pouvez voir, sur la paroi jouxtant la descente vers le puits des grottes de Lascaux, on retrouve un rhinocéros et un bison, entre lesquels gît la silhouette d'un être humain à tête d'oiseau, à côté de sa sagaie. Alors que le rhinocéros semble s'éloigner nonchalamment de la scène, le bison est hérissé de fureur, blessé à l'abdomen, alors que l'homme est renversé sur le dos, les bras écartés, nu et ityphalique, comme s'il venait d'être frappé à mort. Selon les archéologues, cette indéniable scène de chasse, qui s'étend d'ailleurs sur plus de 2,50 m, n'est pas simplement le fruit des juxtapositions propres à l'art pariétal. Les éléments figurés, tous tracés avec la même peinture noire illustrée, semblent plutôt attester un événement. La scène du puits s'inscrirait donc avant la lettre dans le registre du narratif. Ainsi, ce récit, aussi indéterminé soit-il, se donne à penser sans équivoque, comme une forme d'histoire de chasse où l'homme se raconte en se mesurant à la bête. Ce tracé, donc, nous est livré sous la forme d'une énigme préhistorique qui, selon Georges Bataille encore une fois, introduit un élément de drame dans un art qui peut en être lourd, mais où jamais il ne prend forme. En somme, l'originalité de la scène du puits au sein du corpus pariétal réside justement dans son potentiel narratif, fondé sur l'aspect suggestif de ces figures et de leur animation. Bien sûr, cette scène fut l'objet d'une multitude d'interprétations. La concaténation de ces dernières témoigne autant de la puissance de cet ensemble narratif que de son opacité. Henri Breuil, qui fut l'un des premiers savants à s'aventurer dans les grottes de Lascaux au début des années 40, insistait sur un rapport nécessaire entre la pratique de la chasse et les représentations qui s'y trouvaient. En fait, pour Breuil, il ne faisait aucun doute que l'art pariétal du Paléolithique s'inscrivait dans une perspective fonctionnaliste où la réussite de la chasse était l'enjeu majeur. Certes, Breuil évoquait la transcendance opérée par ces figurations rituelles, mais ce rapport au sacré ne concernait les êtres humains que dans la mesure où il permettait de favoriser la domination des chasseurs sur leur proie. La vulgate de l'art magique de Breuil fut communément admise pendant près d'un quart de siècle. Dans cette foulée, l'anthropologue allemand Horst Kirchner, en 1952, interprète entre autres la scène du puits comme un épisode rituel opéré, cette fois par un chaman, arguant que la sagaie à tête d'oiseau, près de l'homme renversé, signalerait l'appartenance à un ordre chamanique, comme dans plusieurs cas avérés en Sibérie et sur le nouveau continent. Kirchner avance qu'il serait davantage question ici de la rencontre entre un membre élu de la communauté et le monde des esprits que de la confrontation entre un chasseur et sa proie. Ainsi, l'homme du puits ne serait pas mort, mais bien en transe, devant un bison sacrifié. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1965, Siegfried Gaidion, j'essaie de bien le prononcer, tenta de renforcer cette hypothèse en suggérant d'observer la scène du puits en inclinant la tête vers la gauche. Dans cet angle, soutient ce dernier, on ne voit plus un homme projeté par la charge d'un bison en furie, mais bien un individu debout devant une bête gisante. De son côté, bien qu'il ait accepté la thèse fonctionnaliste de l'abbé Breuil pendant un certain temps, André Leroi-Gourhan rejeta énergiquement les interprétations dominantes. À ses yeux, l'art pariétal de Lascaux ne serait pas issu d'une superposition hasardeuse d'images formant une fresque, mais bien d'un sanctuaire organisé, où l'emplacement et le voisinage des œuvres auraient été savamment calculés. Pour lui, Lascaux serait indubitablement l'œuvre de professionnels au service d'un groupe. Dans Préhistoire de l'art occidental, paru également en 1965, il accuse notamment ses prédécesseurs d'être tombés dans le piège du comparatisme ethnographique, sans tenir en compte les spécificités de leur objet d'étude. Ainsi, Leroi-Gourhan
procède à une analyse structurale des symboles masculins et féminins de Lascaux. Le déchiffrement de ce langage codé permet ainsi de mettre en relief le couplage tacite des forces opposées et irrémédiablement tournées l'une vers l'autre de la scène du puits. De tous ces ouvrages et de ces réflexions qui tentent de porter un éclairage sur les représentations mystérieuses des grottes ornées, le livre de Bataille, précédemment cité, Lascaux ou la naissance de l'art, publié en 1955, s'inscrit dans un registre à part. En considérant d'emblée que l'art pariétal mystifie nos origines plus qu'il ne les dévoile, la réflexion de Bataille ouvre la voie de nouvelles interprétations, moins univoques, plus poétiques, qui permettent, tel que le souhaitait le roi Gourand, de recevoir directement du paléolithique ce qu'il nous apporte spontanément. Ces peintures sont miraculeuses, avance Bataille. Elles nous communiquent une émotion forte et intime, mais elles sont d'autant plus inintelligibles. On nous dit de les rapporter aux incantations de chasseurs avides de tuer le gibier dont ils vivaient. Mais ces figures nous émeuvent, tandis que cette avidité nous laisse indifférents. Si bien que cette beauté incomparable et la sympathie qu'elle éveille en nous laissent péniblement suspendus. Ici, une petite image de Bataille à Lascaux. Et c'est précisément cette suspension forcée de l'activité interprétative qui serait signifiante chez Bataille. Du moins, c'est là l'essentiel du propos de Daniel Fabre dans son magnifique et dernier ouvrage Bataille à Lascaux, ou comment l'art préhistorique apparut aux enfants. En effet, bien qu'il s'attarde à décrire minutieusement les ornementations de Lascaux, Bataille note, à propos de la scène du puits, « Je ne puis rien ajouter à la discussion. L'ambiguïté de cette scène, énigme ou drame, doit lui être laissée. » Bien sûr, Bataille souhaite s'éloigner du problème scientifique de Lascaux, où se joue la lutte des hypothèses sur le quoi, le comment et le pourquoi. À ce sujet, Fabre insiste. C'est en poète et non pas en archéologue que Bataille s'aventure dans les galeries souterraines de Lascaux. Ainsi, pour ce dernier, le récit des jeunes découvreurs de la grotte semble dévoiler davantage que la découverte elle-même. Car, note Fabre, en relisant Bataille, ce qui se révèle à eux dans l'exaltation les pourfend aussitôt d'inquiétude, les surplombe et les écrase. Autrement dit, ce qui se révèle à eux au moment précis de la découverte est ce qui confère à la science sa portée véritable, c'est-à-dire, selon Bataille, la soudaine plénitude du message des origines. L'hypothèse de Fabre force le silence de Bataille sur la scène du puits. Dans la nuit souterraine du jeu des mises en abîme, le puits, cette grotte dans la grotte, serait le théâtre d'un drame originel. Dans les profondeurs du ventre maternel de la terre, le regard y ferait face à un interdit. Le corps tendu de l'homme renversé, son érection, le courroux du bison, sa blessure étalée en volute comme un sexe féminin. Je peux nous retourner à l'image, on voit bien. La tension éclatante de la vie et de la mort marquerait l'attention silencieuse de Bataille du spectre fondateur de l'inceste. La découverte de Lascaux, avance Fabre, redoublée et dramatisée par celle du puits au fond de la caverne, appelle le récit de l'insoutenable, celui de la mère tragédie. D'ailleurs, ne pourrait-on pas lire dans cette perspective la description poétique que fait René Char de la scène du puits? Et j'y vais. Long corps qui eut l'enthousiasme exigeant, à présent perpendiculaire à la bête, à la brute blessée, ô tué sans entrailles, tué par elle qui fut tout, et réconcilié se meurt. Lui, danseur d'abîme, esprit toujours à naître, oiseau et fruit pervers des magies cruellement sauvées. Je nous retourne dans le puits. À l'instar de l'énigme adressée par la Sphinge à Oedipe arrivant aux portes de Thèbes, le caractère ontologique de la scène du puits ne fait aucun doute.
À l'instar du destin d'Oedipe, une fois passées les portes de Thèbes, la réponse à l'énigme importe peu, à l'égard des conséquences qu'elle engendre. Qui est le coupable de la blessure du bison? Quel est le drame qui se déroule sous nos yeux? Qui est la proie? Qui est le prédateur? Qu'est-ce que raconte cette chasse insensée? Qui lui survivra? Il se joue dans ce récit, tu par des millénaires de sommeil, comme par le silence de bataille, une expérience du monde qui nous échappe et nous appartient tous. La chasse, dans ce contexte, devient immanquablement un souvenir ancestral par lequel nous avons accès au secret enchaînement de la vie et de la mort. Ainsi, la mise en intrigue, propre à la scène du puits, ne concerne pas tant la narration figée d'un mystérieux épisode de chasse, mais bien ce que l'indétermination synégétique peut nous révéler sur notre propre condition. Merci.